pouvez respirer, hein. N'hésitez pas. Je ne vais pas vous demander de rester en apnée pendant 18 minutes, hein, rassurez-vous. Donc commencez par bien vous ventiler, vous installer confortablement. Alors je suis venu vous parler d'apnée, mais tout le monde connaît ce sport, j'ai pas besoin de vous faire lever la main, j'en suis persuadé. Alors pourquoi? En grande partie grâce au film Le Grand Bleu de Luc Besson, sorti en 1988, qui retrace l'épopée de Jacques Mayol et Enzo Maiorca, ces deux pionniers de l'apnée sportive moderne. Alors l'homme plonge en apnée depuis des milliers d'années, hein, pour se nourrir ou pour faire du commerce, c'est ce qu'on appelle l'apnée vivrière. Mais c'est vraiment une pratique à distinguer de l'apnée sportive moderne d'aujourd'hui, hein, donc, qui est plus quelque chose qui s'apparente à une discipline bien-être, entre guillemets, comme le yoga, par exemple, ou la méditation, en plus d'être un sport évidemment extrême. Alors Le Grand Bleu, ce film, je suis évidemment ravi de pouvoir lui rendre hommage aujourd'hui, j'adore ce film, il m'a beaucoup marqué. Mais les plongeurs d'aujourd'hui, d'hier et d'aujourd'hui d'ailleurs, sont bien loin des clichés de plongeurs suicidaires véhiculés un petit peu par le film. Aujourd'hui, c'est plutôt des gens totalement conscients d'eux-mêmes, accrochés à la vie et qui aiment respirer, hein, rassurez-vous. Alors, j'adore l'apnée depuis tout gosse. J'adore plonger en apnée, je suis vraiment attiré sous la surface. Que ce soit en vacances, en mer, ou à la piscine, ou dans la baignoire, je veux dire, j'ai toujours adoré ça. J'ai vu le film, évidemment, Le Grand Bleu, qui m'a beaucoup marqué à l'âge de 10-12 ans. Et cet état d'esprit un petit peu rêveur, un petit peu aventurier, un petit peu détaché comme ça de la réalité, un petit peu aventurier, m'a vraiment collé à la peau tout au long de mon adolescence, jusqu'à mes études d'ingénieur du son en région parisienne. Et à la suite de ces études, j'étais dans un quotidien citadin, somme toute assez morose, assez stressant, assez déprimant. Je sentais que j'étais pas du tout à ma place, en fait, qu'il manquait réellement quelque chose. J'avais pas du tout trouvé ma vocation en réalité. Et c'est par le sport que je me suis sorti de cette routine citadine. J'ai commencé à nager parce que j'adore ça, évidemment. Et en cherchant un club de natation sur Internet, ma recherche comme ça a dévié vers l'apnée. Je me suis dit, tiens, j'adore l'apnée. Est-ce que ça existe? Je ne savais même pas, en fait, si ça existait ou pas. Comme la majorité d'entre vous, un peu ici, j'imagine. Et donc, j'ai tapé Club d'apnée Paris sur Google. Et puis là, je me suis rendu compte qu'on était des dizaines de milliers, en fait, à s'intéresser, à se passionner réellement pour ce sport. Je me suis même rendu compte, d'ailleurs, que c'était un sport, par la même occasion, en pleine expansion, et qu'il n'y avait même plus une piscine municipale en France qui n'a pas son club d'apnée, hein. On pratique aujourd'hui l'apnée en ville ou en région, de Brest à Nice, hein, en piscine comme d'ailleurs en mer, évidemment. Et donc j'ai appelé comme ça les clubs d'apnée ce jour-là, les uns après les autres, jusqu'à en trouver un qui m'accepte, dans lequel il restait une place. C'était Apnée Passion, mon club à Montreuil depuis 2011. Et j'y étais pour faire un baptême d'apnée, on appelle ça, comme un baptême de plongée sous-marine, hein, c'est un peu la même chose. Mais un baptême pour moi au double sens du terme, en réalité. Déjà, je découvrais un sport, hein, la plongée en apnée, mais c'était vraiment un baptême pour moi, car je découvrais aussi une nouvelle vie. Je me lançais dans quelque chose de nouveau, et je trouvais réellement ma vocation, pour le coup, et ce qui a fait que je suis qui je suis d'ailleurs aujourd'hui. Alors j'ai commencé une année d'apnée découverte, d'apnée plaisir, on appelle ça comme ça. Et la deuxième année, je me suis mis à faire de la compétition. Et de compétition en compétition, comme ça, je suis arrivé au championnat de France où j'ai été recruté par les sélectionneurs de l'équipe de France. Et je suis parti à Kazan, en Russie, au championnat du monde d'apnée. Et pour la première fois en 2013, depuis 2 ans après avoir commencé ce sport, je devenais champion du monde pour la première fois. Voilà, c'était en 2013. Merci. Alors, il y a différentes disciplines dans l'apnée sportive moderne qu'on connaît aujourd'hui. Outre la chasse sous-marine, évidemment, qui se fait en apnée aussi. Tout le monde connaît la profondeur. Hein, tout le monde a cette image de plongeurs qui descendent dans le bleu des abysses, comme ça. Un petit peu comme sur la photo, d'ailleurs. Mais il existe aussi d'autres disciplines.
On pratique aujourd'hui en intérieur, en indoor, on appelle ça l'apnée indoor, c'est un peu ce que je vous ai expliqué avant. Et c'est ma spécialité, le but étant de nager à l'horizontale le plus longtemps possible, le plus loin possible en apnée, avec ce genre d'outil, une monopalme, ou sans palme d'ailleurs. Et certains athlètes, de temps en temps, tentent aussi des records un petit peu farfelus. Alors certains plongent dans des cénotes, vous savez, ces trous d'eau un petit peu qu'on trouve qui sont dans les formations calcaires dans la jungle amazonienne. Certains plongent en rivière, dans des galeries immergées, même font de la spéléo en apnée. Certains plongent dans des lacs et parfois même en lac gelé. Et c'est mon dernier record du monde en date. J'ai été en Finlande, sous la glace d'un lac gelé, battre un record d'apnée, en distance sous la glace pour le coup. Le but étant d'aller le plus loin possible à l'horizontale, sous la glace dans une eau gelée. Et voilà à quoi ça ressemble. Je m'élance. Et 38 secondes plus tard, je ressors, 175 mètres plus loin. Record battu. J'ai déjà en tête mon prochain challenge. Alors, ce que vous avez vu là est un court extrait de mon premier film, Aquarex, qui est un 70 minutes, qui sortira en septembre, si tout va bien. Et qui revient sur mes 2 dernières années de préparation pour mes 2 derniers records du monde, y compris ce record sous glace. L'apnée est une discipline avant tout mentale. C'est un sport qui est à 90% mental, avant d'être physique. Et c'est le seul sport, à ma connaissance, la seule discipline, qui impose à son pratiquant de dépasser un réflexe de survie primaire très ancré, qui est la ventilation. Et ça, c'est très particulier. C'est très particulier, on s'est rendu compte que ça impactait profondément le plongeur, au niveau de son équilibre psychique, de la gestion du stress, de ses émotions, et que ça lui procurait une meilleure confiance en lui, mais aussi une meilleure conscience de lui, et donc des autres aussi, et directement, et de l'environnement, de son environnement, du monde dans lequel il vit. Et c'est pour partager ça que je suis là, en réalité, aujourd'hui devant vous. C'est parce que j'ai l'intime conviction qu'il est possible pour tout le monde, tout un chacun, avec ses outils, son propre terrain de jeu, d'accéder à une certaine forme de réalisation de soi, de concrétisation de soi, par le dépassement de soi, qu'il soit mental ou physique, d'ailleurs. Pour moi, ça s'est fait avec la pratique d'un sport extrême à haut niveau, l'apnée. Mais alors, pourquoi l'apnée? Pourquoi ce sport? Ça peut paraître dangereux, contre-intuitif, contre-naturel, inutile même. Pour certains, bah justement, tout est là, je vais vous expliquer. D'abord, c'est un jeu de gamin, évidemment, qui n'a jamais essayé de retenir sa respiration pour un caprice, ou entre copains, évidemment, au collège ou au lycée. Donc il y a quelque chose de très amusant là-dedans, et c'est un jeu, et c'est très compétitif. Après, au-delà de ça, plusieurs choses. D'abord, le b.a.-ba de l'apnée, comme dans bien d'autres disciplines bien-être, entre guillemets, comme le yoga ou la méditation, par exemple, la maîtrise de la ventilation est primordiale. Et c'est une des premières choses qu'on apprend en apnée, c'est à bien se ventiler. Comme dirait mon collègue plongeur et camarade Guillaume Néry, que certains connaissent peut-être, apprendre à ne pas respirer, c'est en réalité apprendre à bien respirer. Ça paraît paradoxal, mais pourtant c'est la vérité. On apprend à se servir de son diaphragme, on apprend à assouplir sa sphère thoracique, à utiliser totalement son volume pulmonaire, et rien que ça a déjà un énorme impact. D'ailleurs, je vous invite tous un jour à essayer, technique de base vraiment qu'on apprend en apnée et dans d'autres disciplines, la respiration ventrale. Donc une main sur le ventre, une main sur le thorax, tout simplement. Et il n'y a que la main sur le ventre qui doit bouger.
paraître compliqué, mais ça vient avec un petit peu d'entraînement, je vous assure. Et pratiquez ça comme ça 5 minutes avant votre prochain événement stressant, comme je l'ai fait par exemple avant de descendre sur cette scène. Et je vous assure que votre prochain rendez-vous chez votre patron pour votre augmentation se passera bien mieux que d'habitude. Alors depuis les années 60, 70, depuis l'épopée en fait, de Mayol et Mallorca, les médecins n'ont de cesse de dire en fait, qu'on ne descendra jamais plus profond que telle profondeur, qu'on n'ira jamais plus loin que telle distance en apnée, ou qu'on ne retiendra jamais sa respiration plus longtemps que telle durée. Et en fait, les plongeurs n'ont eu de cesse de leur démontrer qu'en fait, le corps humain était une formidable machine d'adaptation à son environnement, en réalité. Et on a ça en commun avec nos cousins les mammifères marins. Et ça va être là le corps de mon intervention. On s'est rendu compte qu'on était à tel point adapté que c'était carrément ancré en nous, dans notre patrimoine génétique. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, on a ça en commun avec les mammifères marins, ce qui prouve que quelque part, avant, peut-être qu'on vivait, il y a un certain nombre de millions d'années, sous la surface, nous aussi, comme des mammifères marins. Ces fameuses adaptations physiologiques, ce sont les réflexes d'immersion, diving reflex en anglais. C'est l'outil de travail principal des apnéistes avec la ventilation. Ce sont donc des mécanismes d'adaptation au milieu. Le plus connu d'entre eux, la bradycardie subaquatique. Oups, c'est allé trop vite. Mon cœur, quand je suis en apnée, le rythme cardiaque de mon cœur, va chuter. Le mien passe de 60 pulsations minute en surface à moins de 30 pulsations minute en apnée, sur des apnées prolongées. Avec cette bradycardie subaquatique, se met en place simultanément une vasoconstriction périphérique. Le sang va refluer de mes membres et se concentrer sur les organes nobles nécessaires à la survie, qui, eux, vont se vasodilater au contraire pour être le plus oxygénés possible. Ce sont vraiment de purs mécanismes réflexes de survie face au milieu. Alors chez les mammifères marins, c'est un petit peu plus puissant que chez nous. Néanmoins, ces réflexes qui sont présents chez tout le monde peuvent se travailler et s'améliorer avec l'entraînement. Avec ces deux réflexes très spontanés, se met en place aussi une adaptation un petit peu plus sur la durée. C'est ce qu'on appelle la polyglobulie. Alors c'est un terme médical, certains connaissent peut-être. Tous les apnéistes sont polyglobulies. Qu'est-ce que c'est que ce terme? Nous sécrétons trop de globules rouges au niveau sanguin. Alors cette polyglobulie est saine, elle n'est pas pathologique, comme un fumeur ou quelqu'un qui aura un problème à la moelle, ou ce genre de choses. Et elle est intéressante à plus d'un titre. Déjà, principalement, elle améliore le transport de l'oxygène au niveau sanguin. Mais en plus de ça, l'apnéiste qui s'entraîne régulièrement apprend à ses muscles à fonctionner plus efficacement et plus longtemps avec peu d'oxygène, en hypoxie, on appelle ça comme ça. Et en réalité, on s'est rendu compte que l'apnée était une sorte de dopage naturel, entre guillemets, un peu comme si on vivait en montagne en permanence. Et de plus en plus de sportifs s'en sont rendus compte et le comprennent, le réalisent. Et donc on a de plus en plus de sportifs de haut niveau aujourd'hui qui intègrent des exercices d'apnée dans leur préparation physique générale. Alors j'en viens à parler de la dernière adaptation, du dernier impact de la pratique de l'apnée sur le plongeur. Et c'est pour moi le plus intéressant, je pense. Ce sont les impacts psychiques de ce sport sur son pratiquant. Quand vous êtes sous la surface, dans le silence, en apesanteur, avec cette sensation de chute libre, de légèreté, vraiment, qui est là, qui est présente, totalement coupé du monde extérieur, de son agressivité, de son stress, de ses dangers, etc. Qu'en plus, vous ajoutez à cela l'effort mental, la gymnastique mentale qu'impose l'apnée dans le fait de dépasser cette envie de respirer. Le tout, en plus, avec ces adaptations physiologiques qui transcendent en quelque sorte notre condition d'être humain pour nous rapprocher un petit peu plus du mammifère marin, quelque part. Vous englobez tout ça, vous pratiquez 2 à 3 fois par semaine. L'impact, en termes d'équilibre psychique, est très fort et arrive très vite sur les pratiquants. Donc en termes de gestion du stress, gestion des émotions, meilleure conscience de soi, meilleure confiance en soi, meilleure conscience de soi, meilleure conscience des autres,
du monde dans lequel on vit, etc. etc. Meilleure gestion des défis du quotidien, d'ailleurs, aussi. Et ça m'amène à vous dire que, en fait, tout cela n'arrive pas sans effort, évidemment. Alors, tout à l'heure, je parle de choses très agréables, d'adaptation, de légèreté, de flottement, de contact avec l'élément, de mammifères marins. Il y a un hic dans tout ça, évidemment. Vous l'aurez compris, rien n'arrive sans effort, et en l'occurrence, rien n'arrive sans prise de risque. Sans prise de risque et potentiellement les échecs qui vont avec, et dans un sport extrême, les accidents éventuels qui peuvent aussi arriver. Alors les accidents en apnée, il y en a eu, des accidents graves, hein. On a tous en mémoire nos camarades qui malheureusement ont disparu. Ils ne sont pas nombreux, je vous rassure. Mais il y en a eu en tout cas. Alors ça nous a au moins permis d'affiner nos systèmes de sécurité et d'être au top niveau. Aujourd'hui, l'apnée est un sport très sûr, hein, que ce soit à haut niveau ou à un niveau de loisir. Si on respecte en tout cas les quelques règles de sécurité de base obligatoires, dont la première est de ne jamais plonger seul, comme ça je vous l'aurais dit. Ne jamais plonger seul, toujours accompagné de quelqu'un qui est formé pour pouvoir vous secourir en cas de pépin. Tout ça pour dire que le réel moyen d'arriver à tout cela, à cet état de conscience, c'est de prendre des risques. Alors, risque aussi de l'échec, évidemment. L'échec, je l'ai connu, par exemple, en 2014, où j'ai connu ce qu'on appelle une année blanche. J'étais pas bien au niveau de mon mental, j'avais pas mal de soucis perso dans ma vie privée, et donc je n'ai pas ramené de médaille cette année, en 2014, à la France. Et j'ai tout de suite, en tout cas, identifié et accepté cet échec, et j'ai continué à m'entraîner, évidemment. L'année suivante, je suis revenu infiniment plus fort, en réalité, que ce que j'étais avant. Et là, j'ai compris que le dicton, ce qui ne nous tue pas rend plus fort, qui peut paraître un petit peu surfait, s'applique, est totalement légitime et pertinent en termes de développement personnel. Je l'ai compris ce jour-là. Et j'en viens d'ailleurs à vous conseiller, évidemment, de vous fixer des objectifs. Alors, ces objectifs ont été pour moi sportifs. Ça a été de tenter de battre des records d'apnée. Mais ils peuvent être pour vous professionnels, sociaux, financiers, que sais-je. Ça peut être d'aller demander une augmentation à votre patron. Ça peut être de courir un marathon en moins de 3 heures, pareil, de lancer une start-up, d'avoir votre diplôme. Ça peut être d'aller parler à la jolie blonde, à la machine à café, à la pause de midi, peu importe. En réalité, l'important est de se fixer des objectifs et d'emprunter les chemins qui mènent le plus régulièrement possible, avec le plus d'assiduité possible. Alors évidemment, ne vous fixez pas d'objectifs dans des domaines dans lesquels vous êtes compétent, de manière innée, je dirais. Fixez-vous, peu importe de savoir qui va secouer la vinaigrette le mieux possible, hein, essayez quand même de vous fixer des objectifs, quoi. Et si de surcroît, en plus, cette leçon individuelle que vous auriez apprise, peut-être sous la surface d'ailleurs, si jamais ça tente que certains d'entre vous de s'inscrire dans un club d'apnée, de découvrir cette discipline. Mais encore une fois, peut-être aussi derrière votre bureau d'études, ou sur le chemin vers le bureau de votre patron, ou en haut d'un sommet, ou je ne sais pas où. Si tout cela avait quelques vertus, quelques moralités pour l'intégralité de notre espèce et la planète sur laquelle nous vivons, qui étouffe de plus en plus. Donc je terminerai sur ces mots. Fixez-vous des objectifs. Engagez-vous sur les chemins qui y mènent. Le risque ne serait-il pas d'ailleurs de ne pas suivre ces chemins, de se retrouver à 40, 45, 50 ans et regarder derrière soi et regretter ce qu'on n'a pas fait. Donc prenez ces chemins, allez-y. Et tentez tous, surtout, votre exploit personnel. Sortez de votre zone de confort le plus régulièrement possible. Et surtout, n'oubliez pas de respirer. Merci.